Bonjour et bienvenue dans la galerie rôliste. Aujourd'hui, j'ai deux nouveaux portraits qui me rejoignent. Qui êtes-vous? On est les éditions Labragon, une nouvelle maison d'édition qui sort en ce moment le jeu de rôle Rake sur Ulule. Moi, personnellement, je suis Hector et je suis le président des éditions. Et puis, Emile, je te laisse te présenter quand même. Et moi, c'est Émile, et du coup, j'ai rejoint le projet il y a environ 1 an et demi, et je suis en charge de la direction artistique et de l'organisation générale du projet. Parfait, vous êtes des tout nouveaux, vous êtes formés quand? Alors, on s'est formé il y a maintenant officiellement 1 an. Le projet en lui-même, il a commencé il y a 2 ans, 2 ans et demi plutôt. Un peu avant de vraiment créer l'entreprise, parce que vu que c'est une maison d'édition, on avait toutes les démarches administratives, etc. Donc ça, c'était il y a 1 an, en février 2022. Un peu avant, du coup, c'est là où j'ai contacté Émile parce qu'on était déjà quatre dans le projet et on sentait qu'il fallait une cinquième personne, surtout un peu plus spécialiste de tout ce qui est planning, gestion de projet. Parce qu'au début, quand on a lancé le projet, c'était entre quatre passionnés, voilà, mais ça partait un peu dans tous les sens. Les idées ont créé un monde, mais sans avoir une bonne ligne directrice qu'il fallait. Et le moment où on s'est dit, bon, maintenant on veut être vraiment sérieux dans la construction, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on prenait une cinquième personne avec Émile, qui était un de nos amis depuis toujours et très fan de jeux de rôle aussi, pour un peu mieux driver la création et qu'on arrête de se perdre. C'est bien, faut éviter de se perdre. Mais ça a l'air de faire un bout de temps que vous travaillez, ça fait... L'idée, elle a germé quand de Rake? Avec un ami qui était MJ. Et on a toujours été fans. Mais quand on est arrivé, quand moi je suis rentré à la fac et lui aussi, on s'est un peu perdu de vue. C'était la fin des années lycée, on était dans des facs différentes. Et un jour, je suis tombé sur Pathfinder. Moi, je connaissais que Warhammer, le jeu de rôle, je ne jouais qu'à ça. On s'était perdu de vue, je tombe sur Pathfinder, je lis un peu le truc et je me dis, tiens, et si on refaisait un peu de jeu de rôle? Et donc, je contacte Emile et un autre du projet, un Valentin, et on se dit, on va se faire une petite équipe de jeu de rôle. Et alors, je crois que Pathfinder a un lore, mais pour le coup, je ne le connais pas du tout. Moi, j'avais vraiment lu les règles. Et je m'étais dit, tiens, je vais me créer un petit monde, une histoire, un truc à la base très simple, qui sert aujourd'hui des anciens temps de règles, vraiment très anciens, avec une Pangée, un truc simple, médiéval fantasy, sans trop de complexité, mais où je vais développer une campagne où le grand méchant de la campagne, au fur et à mesure, il découvre vraiment, c'est un mec qui s'appelle Bailyrus. Et au début, on joue juste comme ça. La campagne a duré 2 ans, 2 ans et demi, si je dis pas de bêtises. Et ça s'est soldé par, malheureusement, une mort de tout le groupe à un moment clé. Un moment clé où je me suis dit, bah zut, j'avais pas prévu la mort de tout le groupe. Et c'est surtout un moment où, en fait, ils sont morts ici. Personne n'est au courant de ce qui est en train de se tramer dans le monde. Donc, techniquement, le grand méchant va réussir son plan. Et s'il réussit son plan, il va réussir à agencer les éléments du Rake et va tout détruire. Vient le moment où du coup on se dit qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a quand même encore envie de jouer, mais en même temps logiquement je vais pas faire un rewind du monde, on n'aimait pas trop ça, et donc on réfléchit un peu, je réfléchis et je reviens avec une histoire qui se passe du coup Rake actuel, qui se passe bien après la réussite de Bailyrus, qui est devenu un dieu, qui a tout détruit. Il s'est passé ce qui s'est passé maintenant dans le lore de Rake, et du coup on reprenait les aventures dans un monde morcelé avec tous les Caltéens qui est en train de reprendre le contrôle du monde. Alors là, c'est quand l'idée a germé. Ensuite, on s'est reséparés pour des raisons d'études. Je suis parti en Allemagne, donc on ne pouvait plus le faire. Donc j'ai continué à faire vivre ce monde sur un live Twitch que j'ai fait avec une autre équipe pour l'essayer, pour essayer de redévelopper un peu ce monde, aller un peu plus loin. J'ai vu que ça plaisait aux gens qui suivaient le live, et puis moi, ça m'amusait beaucoup. Mais j'avais des petites frustrations qui venaient beaucoup. Alors, sans du tout taper sur Pathfinder, qui est un très bon jeu de rôle, mais les règles de Pathfinder ne marchaient pas avec mon monde sur beaucoup d'endroits. Et du coup, une petite frustration s'est créée jusqu'au moment où je me suis dit, j'ai envie que Rake, ça devienne un univers qui peut avoir ses règles, sa façon de jouer, les classes que j'imaginais, les espèces que j'imaginais. Et donc là, je les ai tous contactés en disant, venez, ce monde qu'on a créé tous ensemble à force de jouer, venez, on le fait en vrai. Et c'est comme ça que ça a germé. Et maintenant, vous êtes là, vous le financez.
Exactement. Ouais, c'est ça, le fameux TPK qui a tout, Le TPK qui a tout. qui a tout Voilà. créé. Ah, pour une fois que tout commence après un TPK. Exactement, c'est ça. Donc, ça parle beaucoup Pathfinder. C'est quoi les autres inspirations, on va dire, que vous avez eu pour le jeu, pour... En termes d'univers, je pense que, parce que, bon, j'avais créé les prémices de l'univers, mais évidemment, il a été beaucoup retravaillé par tout le monde, donc tout le monde a un peu apporté ses propres jeux de rôle, ses idées. Euh, je pense quand même que la base qui m'avait beaucoup inspiré en termes d'ambiance que je voulais retrouver, ça devait beaucoup être Warhammer, à mon avis, le jeu de rôle, parce que c'est mon jeu de rôle de cœur, mon tout premier, et que j'aimais beaucoup cette ambiance très sombre. Même si je voulais apporter d'autres choses avec le steampunk, etc. Mais je pense que ça a été la toute première base, en tout cas, pour la création du monde. Euh, En termes de règles ou de système, j'ai quand même le sentiment. Alors, évidemment, il y a du D&D, parce qu'on repart sur un système de D20, et c'est quand même le truc iconique de D&D. Après, avec les ajustements qu'on a fait, les choses comme ça, je pense qu'on a beaucoup de chroniques oubliées qui a dû beaucoup nous inspirer à des moments, parce qu'on aimait beaucoup la simplicité qu'avait réussi à trouver Chroniques oubliées sur beaucoup d'aspects. Et nous, on voulait cette simplicité. Euh, et sinon, Émile, je t'en ai peut-être d'autres là. Non, pas exactement. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont aussi posées sur des choses où on cherchait justement à sortir du carcan des jeux de rôle qu'on connaissait, donc auxquels on a le plus joué, tout en gravitant autour. C'est-à-dire qu'on s'est documenté un peu sur des jeux de rôle qui étaient radicalement différents aussi, mais ça allait parfois trop loin par rapport à ce qui nous intéressait vraiment, où on souhaitait garder quand même pas mal d'aspects du jeu de rôle des 20 classique. Et on s'est plutôt concentré sur le fait de pousser certains aspects, comme par exemple développer les monstres pour que leur rencontre inclue une partie narrative à travers l'exploitation de points faibles, le fait que va falloir vraiment se renseigner sur eux, jongler avec ça, et aussi qu'on pourra récolter des choses sur les monstres quoi qu'il arrive, pour pareil toujours les intégrer à une forme de narration. Euh, et des choses comme le système d'artisanat où on essaie de pousser ça sur une collaboration entre les joueurs et de vraiment développer un système qui va être un peu plus riche en termes juste de gameplay que ce qu'on a pu connaître, ou par exemple, du coup, pour reprendre le cas de Pathfinder, généralement, ce qui se passe d'expérience, c'est qu'il y ait un joueur qui soit généralement un magicien, qui devient le fabricant du groupe, parce que il y a que les magiciens pratiquement qui pouvaient faire ça de manière efficace, et et c'était quasiment purement monétaire avec un jet de dés à la clé. Il suffisait d'avoir une certaine somme, euh, parfois d'être capable de lancer un sort, mais en gros d'avoir une certaine somme d'argent, de faire un jet, et on avait notre objet. Et là, du coup, voilà, on a voulu imbriquer pas mal d'idées ensemble, et de mettre en avant des choses qui vont toujours rester au cœur de la narration, pour que aussi ça coule de source quoi avec les histoires. Ça fait pas mal de systèmes. Vous devez en passer du temps sur les règles. Ouais, on structure bien les ménages dessus, mais surtout notre mot d'ordre aussi, parce que justement, on a voulu inclure beaucoup de choses, et on a voulu retravailler beaucoup d'aspects du jeu de rôle qu'on connaissait, et les travailler différemment pour les intégrer à notre jeu. Et du coup, il y avait un gros risque, et on en avait conscience dès le début, c'était qu'on se perde ou que ça devienne trop compliqué. C'est-à-dire que ça alourdisse le jeu. Et du coup, notre façon de faire pour éviter ça, c'est qu'on fait beaucoup de tests en fait avec des gens qu'on connaît pas. Ce qu'on fait beaucoup, c'est on va à des conventions pour essayer de faire tester le jeu un maximum. Ou moi, je vais à la taverne du Graouli, c'est un bar à jeu à Metz,
où je fais tester aussi au maximum. Et ça nous permet en fait d'avoir des gens qui parfois connaissent très bien le jeu de rôle, qui parfois connaissent pas du tout. Et nous, notre mot d'ordre, c'est en 10 minutes d'explication, ils doivent avoir pu comprendre les bases du lore et les bases des règles, évidemment sans aller dans le détail pur, mais ils sont capables de jouer avec moi. Et donc, à chaque fois qu'on crée des règles, qu'on fait des choses, on les teste pour voir, ok, est-ce que ce qu'on a créé est facilement compréhensible et a donné lieu à des interactions cool, un peu RP, un peu combat, un peu stratégie, ou est-ce qu'au contraire, on a alourdi le système et donc il faut faire une marche arrière et retravailler. Et c'est avec ce système un peu de fail and retry qu'on a petit à petit conçu le système de règles. Des tests, Exactement. et encore des tests. Et au final, pour les personnages, un personnage, j'ai vu que vous avez 14 espèces. C'est pas mal. C'est pas mal pour un JDR. J'en vois assez peu qui ont autant d'espèces que ça. Après, il y en a certaines qui sont, on va dire, classiques, dans le sens d'inspiration. Je veux dire, les humains, les elfes, les nains, certains hommes animaux, on a l'habitude. Totalement. Mais par contre, les hommes oiseaux, c'est un peu plus rare. Là, on a un homme insecte, on voit ça rarement. Mais vous avez d'autres bestiaux comme l'altar, les tréales. Ouais. C'est... En fait, ce qu'on a voulu faire avec les espèces, on voulait déjà que les gens qui veulent les espèces très classiques puissent les retrouver. Moi, par exemple, je suis un grand fan de jouer des nains. Et quand il y a un jeu de rôle, je suis content si je peux jouer les nains. Et je voulais que les joueurs comme ça qui sont habitués à des jeux de rôle classiques et qui voulaient tester le nôtre puissent aussi retrouver potentiellement ça. Mais ce qu'on voulait quand même, on voulait qu'il y ait ces espèces classiques, mais qu'en échange, on leur donne un lore un petit peu différent. Les humains, on les a un peu travaillés, ils ont un passé de métamorphes. Voilà, on essaie toujours d'apporter un petit truc à ces espèces en plus. Mais globalement, quand même, on voulait que les gens puissent s'y retrouver. Et à côté, on voulait aussi marquer le fait que Reik, c'est un univers à part entière. Et donc, à côté, ces espèces plus classiques, un peu retravaillées, on voulait des espèces vraiment originales à nous, pour que les gens qui veulent du classique le retrouvent et les gens qui veulent vraiment tester quelque chose de différent le trouvent aussi. Par exemple, je vais dire un des premiers, mais par exemple, je vois l'altar qui a l'air de ne pas avoir de bouche. Ouais. C'est quoi le principe? C'est quoi comme... L'altar, c'est une grande discussion d'ailleurs, la bouche. C'est très compliqué à dessiner et à voir comment faire. Mais oui, effectivement, la bouche s'ouvre au niveau du menton pour qu'il puisse se nourrir. L'altar, c'est pas nous qui sommes les chargés des espèces, c'est Esté qui s'est beaucoup occupé de ça. Donc pourquoi est-ce qu'elle a vraiment décidé l'altar? Quelles sont ses références? Je les connaîtrais pas. Par contre, je sais qu'elle voulait donner une espèce qui avait un aspect assez horrifique, mais qui pourtant ne l'était pas dans son univers, parce que les altars, dans leur lore, ont été beaucoup chassés par les différentes espèces, parce que, à cause de leur aspect horrifique, qui ont fait que beaucoup ont cru que c'était des monstres. Et vu qu'on a un système d'ingrédients, de craft, etc., beaucoup ont voulu chasser les altars, persuadés que c'était des monstres dangereux, il y a longtemps, pour essayer de récolter des ingrédients sur eux et trouver des nouvelles armes à fabriquer. Aujourd'hui, bien sûr, les altars, maintenant, ils sont intégrés dans la société, il n'y a plus de problème, mais il y a quand même ces souffrances du passé qui ressortent, et donc on voulait montrer, je sais qu'elle voulait, cet aspect de montrer qu'au départ, les espèces ne se connaissaient pas, ont eu une période où elles se sont apprises, et beaucoup, dans un monde aussi dangereux, ont réagi de façon très primaire de « c'est moche », ça doit être méchant, j'attaque, et montrer qu'il y a eu une évolution de notre monde, que justement aujourd'hui, les espèces ont réussi à s'entendre, à se comprendre. Et j'ajouterais aussi que dans nos espèces, il y a plusieurs origines. Il y en a en fait une grande majorité qui ont été conçues par la première déesse de la nature qui s'appelle Ka'Ladalet et qui a eu cette charge justement de conception et de création du monde. Et au cours on a quand même eu une évolution naturelle qui s'est produite et certaines espèces ont été créées comme des très proches de ce qu'on connaît aujourd'hui d'elles, mais d'autres, comme les humains par exemple, sont des espèces qui ont plus évolué au cours du temps pour atteindre la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Et d'autres, comme les altars, ont été carrément conçus par d'autres dieux, ce qui est aussi
pour nous une explication des différences morphologiques qu'ils peuvent avoir, là où les espèces comme justement les nains et les humains sont plus proviennent plus d'une évolution naturelle qui ressemble à celle de notre monde réel. Oula, j'ai entendu l'or, j'ai déjà des idées de mini-scénar qui se font. Ça fait plaisir. Mais c'est bien, surtout que, là je vais passer. Il y a l'air d'avoir, le lore, vous en avez parlé déjà, le vilain a gagné, et on est pas mal de temps après. Et c'est pour ça que la première classe que vous avez dans l'anthologie, c'est l'archéologue. Le monde aujourd'hui, disons que aujourd'hui, les différentes espèces de Calthéon ont repris le contrôle de Calthéon depuis que Bailirus est retourné dans la fosse infernale. Mais il y a deux choses. La première, c'est que les espèces se sont rendues compte, alors pour un peu recontextualiser rapidement, mais quand le grand méchant Bailirus a gagné, les espèces, pour survivre, ont été cachées par les dieux au plus profond du Ténois, donc de la Terre, pour que Bailirus ne les trouve pas. Et donc, ils ont évolué sous terre, et sauf que sous terre, on n'a plus accès au vent de magie, au vent de Nîmes, pour permettre de lancer des sorts. Donc, pour survivre, tous les Calthéens n'avaient plus accès à la magie, et donc ont développé la technologie petit à petit au cours des siècles. Mais en sortant et en redécouvrant Calthéon, et donc la magie ancienne, forcément, quand on peut claquer les doigts pour lancer des flammes, on n'a plus forcément envie de faire attention à la technologie. Donc, elle a été oubliée. En plus, l'explosion qui a scindé les continents a un peu détruit tout ce qu'il y avait sous terre, en tout cas enseveli. Et donc, ça fait maintenant longtemps que les Calthéens ont juste arrêté de se préoccuper de la technologie et se concentrent sur la magie. Mais en fait, assez récemment, les gens ont commencé à se rendre compte que Bailirus, quand tout le monde maîtrisait très bien la magie, ça ne l'a pas empêché de massacrer Calthéon. Peut-être que s'il revenait, il y arriverait encore une fois. Et donc peut-être que pour mieux se défendre, cette fois-ci, il faudrait réussir à allier une maîtrise de la magie avec les évolutions technologiques qui ont été faites dans les temps anciens quand tout le monde se cachait. Sauf que maintenant, tout le monde a un peu oublié comment faire et la technologie est ensevelie et c'est là que viennent en jeu les archéologues. Donc beaucoup du monde est construit autour d'eux. Il faut faire en sorte que les archéologues arrivent à retrouver les anciennes ruines qui étaient cachées de Bailirus, donc c'est très dur à trouver, réussissent à extraire de la technologie pour qu'on puisse se la réapproprier et qu'enfin on arrive à mélanger technologie et magie pour améliorer l'armée calthéenne en cas d'attaque de Bailirus. Donc les archéologues, c'est une classe que j'aime beaucoup, mais c'est une classe qui a un lore très important dans l'univers. Ouais. Eh bien écoute, en tant qu'ancien licence d'histoire, je ne peux qu'approuver l'archéologue. Donc c'est vrai, on va continuer sur les classes. Vous en avez effectivement, c'est une classe qu'on n'a pas souvent. Les classes, c'est comme les races, vous en avez des classiques et vous avez des petites choses à vous qu'on voit pas souvent. Moi, je vais tout de suite dire certaines qui m'ont marqué, mais le guerrier qui se bat à 2 boucliers. Oui. Ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Vous avez, à la place d'avoir un barde, vous avez le virtuose où c'est soit de la musique, soit de la danse, soit du dessin. Ça aussi, c'est ça. Exactement. Ça aussi, c'est très sympa. Donc, pas mal de classes. Et surtout, les classes sont divisées en 3 voies, c'est ça? Créer notre jeu, c'est que si quelqu'un joue un guerrier et son voisin joue un guerrier, ils ont 10 000 façons de les jouer différemment. On veut que... Moi, une des frustrations que j'avais dans certains jeux, c'est que j'étais content moi, je joue beaucoup barbare, et j'étais content d'avoir un barbare, mais le barbare d'à côté faisait exactement la même chose que moi, à la différence de quelques dons près parfois. Du coup, ce qu'on a construit autour, c'est... Alors, déjà, les espèces, elles vont modifier beaucoup de bonus qu'on va avoir, enfin, un actif et un passif, mais ça va beaucoup jouer. Sachant qu'une même espèce, pareil, a 3 origines qui vont déterminer un actif et un passif chacun. Et quand on a une classe, donc prenons par exemple le guerrier, si moi je joue l'armature, donc celui qui se bat avec 2 boucliers, mes pouvoirs que je vais gagner tous les niveaux impairs, donc 1, 3, 5, etc., sont totalement différents de mon voisin qui va jouer le berserker alchimique. Donc ça a été une première chose, c'est que la classe en elle-même, elle permet de déterminer le nombre de points de vie qu'on va avoir à chaque niveau, également ce qu'on appelle les arbres de compétences où on est formé, on va peut-être en parler plus tard,
et également le craft qu'on va pouvoir faire, parce qu'on a 3 styles de craft, le craft technologique, le craft magique et la forge. Et globalement, les gens doivent s'associer pour faire les meilleures armes, que le guerrier forge une arme, que le magicien l'enchante et que l'archéologue y ajoute des éléments technologiques. Ça fera une bien meilleure arme. Donc c'est pour essayer que tout le monde ait son rôle à jouer dans le craft. Donc tout ça, c'est important. Et au sein de ces classes, il y a 3 spécialités et chaque spécialité déterminera les pouvoirs. Mais pour aller encore un peu plus loin, on s'est dit que si moi je joue Berserker alchimique et que mon voisin le joue aussi Berserker alchimique carrément, on veut quand même qu'on puisse jouer totalement différemment. Et c'est là que les points de compétence entrent en jeu. Et donc les compétences, ça c'est à chaque niveau, on a un point de compétence qu'on peut investir. J'aime bien donner l'image des arbres à la Skyrim, quand on regarde le jeu Skyrim et qu'on peut investir des points de compétences. C'est le même principe. On a des arbres, l'arbre martial, l'arbre magique, l'arbre occulte. Et à chaque niveau, je pourrais investir dans ces arbres. Et quand j'ai investi un point, j'en débloque des nouveaux. Voilà, je peux descendre dans l'arbre en fonction du chemin que j'ai choisi. Et ces compétences, ça va beaucoup définir la façon dont je joue. Si je vais totalement dans l'arbre martial et que je vais dans la branche des armes à deux mains, j'aurai beaucoup de pouvoir en fonction de mon arme à deux mains, en plus de mes pouvoirs de mon berserker alchimique. Mais mon voisin, il peut décider d'investir dans l'arbre divin et décider de lancer des sorts de soin, puis d'aller un peu chercher dans l'arbre arcanique pour lancer des flammes, et à côté quand même avoir ses pouvoirs de berserker alchimique. Donc notre but, c'était vraiment de fournir de vastes choix pour que vraiment personne ne se ressemble à table. Et c'est ça aussi qui a fait qu'on a dû faire beaucoup de tests parce qu'il fallait absolument que ces choix ne soient pas disons qu'il n'y ait pas un choix évident, dans le sens où si j'ai fait ces choix-là, je serais bien meilleur que n'importe quelle autre personne qui a fait d'autres choix, et donc aucun intérêt de faire d'autres choix. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests, pour que ce soit tout aussi intéressant pour celui qui veut ne jouer qu'avec sa hache à deux mains et de faire très fort, que l'autre qui a envie de jouer aussi son berserker, mais avec des sorts de téléportation, avec de l'exploration pour mieux crafter, et en faisant appel à son dieu pour se battre. Voilà. Oula, ça parle compétences, ça fait beaucoup. Vous avez déjà combien de pages de compétences ? Alors, pour la présentation, parce qu'on n'a pas encore fait la mise en page, donc c'est compliqué de te dire le nombre de pages. Si je dis pas de bêtises, on a 6 arbres. Corrige-moi si je me trompe, Émile. J'ai 6 en tête. On a 6 arbres de compétences qui sont pas tous encore au même niveau de définition. Celui qui est le plus abouti, c'est l'arbre magique. Arcanique. Qui a, il me semble, 55 compétences au total. C'est ça. Donc un bon panel de choix. Sachant que du coup, comme on gagne un point de compétence par niveau, ça veut dire que même en investissant tous ces points de compétence, un joueur ne peut pas débloquer un arbre en entier, et donc devra faire forcément des choix. Pour nous aussi, l'intérêt de ce choix-là, c'était que, étant donné que notre système, on l'a voulu comme n'étant pas adapté au multiclassing, puisque on trouve que c'est pas forcément très intéressant et que on voulait que les classes restent vraiment sur quelque chose qui soit important à définir son personnage. C'est à travers les arbres de compétences qu'on va vraiment pouvoir aller plus loin dans la définition de son personnage et vraiment arriver à construire quelque chose d'un peu plus unique. Oui. Et par exemple, dans l'arbre divin, il y a des pouvoirs spécifiques qui sont... La plupart des pouvoirs sont communs à toute divinité, c'est-à-dire que on peut investir des points dans l'arbre divin sans dire « je suis le fidèle uniquement de ce dieu-ci », et il y en a certains où quand on les prend, on dit « maintenant, je suis un fidèle de tel dieu ». Et ça va changer un peu le pouvoir. C'est une manière d'orienter le roleplay aussi sur comment on évolue. Par exemple, pour donner un exemple qui a fait évoluer le roleplay, sur la campagne que je fais en ce moment sur Twitch, on a un joueur qui a décidé de jouer la classe magicien et la spécialité ensorceleur. Donc c'est vraiment les spécialistes du Nîmes.
Et lui, son RP, ce qu'il a voulu faire, c'était qu'il a eu un grand traumatisme dans son adolescence en apprenant le sort. Et globalement, un sort de flamme est mal parti et son ami en est mort. Et du coup, avec ses compétences, il a forcément investi son premier point dans l'arbre de pyromancie pour montrer qu'il maîtrisait les flammes, parce qu'il les a apprises. Mais les points suivants, il les investit tous dans l'aéromancie, parce que donc tous les sorts de vent, parce qu'il voulait absolument éviter l'arbre pyromancie. Et en fait, il va investir dans l'arbre de vent et dans l'arbre de l'eau pour justement que son personnage soit axé sur cette personne qui a appris de ses erreurs et veut absolument réussir à éteindre tout sort de flamme qui arriverait face à lui. Donc ça permet vraiment de se dévoiler. Au contraire, il y a des joueurs qui vont préférer justement vouloir contrer ça et vouloir totalement partir, même dans les arbres de téléportation ou dans les arbres du voyage ou dans la pyromancie. Ça permet que deux joueurs qui jouent la même classe, la même espèce, la même spécialité, et même décident tous de tout investir dans l'arbre arcanique, n'aient quand même pas la même façon de jouer et n'aient pas la même façon de définir leur personnage avec ses compétences. Ça fait beaucoup. Par contre, le problème qui arrive quand on a pas mal de compétences à choisir comme ça, le risque qu'on a, c'est un problème d'équilibrage. C'est pour ça que voilà. ça a été depuis le début la priorité. C'était de faire beaucoup de tests avec plein de builds différents. Ensuite, une fois qu'on a les bases qui permettaient l'équilibrage, on sait qu'on peut construire autour sans tout casser, parce qu'on se rend compte de, ok, quelqu'un de tel niveau devrait être capable de faire tant de dommages s'il est vraiment spé dommage, ou tant de dommages s'il est plus spé contrôle, ou tant de dommages si c'est quelqu'un qui essaie de s'évader souvent et de beaucoup de mobilité. Et donc après, on peut construire autour de ça. Mais effectivement, ça a demandé beaucoup d'essais pour s'assurer. Et au début, il y avait des erreurs, c'est sûr. Et c'est pour ça encore que là, on est encore en train de faire des tests. Là, on se rend compte que pour l'instant, tout est assez équilibré. Mais par sécu, on préfère en faire plein pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'équilibrage. Mais c'est effectivement, ça a été la plus grosse difficulté dans la création de nos règles, c'était d'assurer l'équilibrage avec tous ces choix. Ça prend du temps, c'est du travail. Tout à fait. Donc, effectivement, alors, un personnage, il est constitué d'une espèce, d'une classe, et comme on l'a vu dans une vidéo avec quelqu'un de très photogénique qui est sorti il y a d'autres choses qui font un perso. Déjà, rien que choisir l'espèce, qu'est-ce que ça apporte? Chaque espèce a 3 origines différentes. Par exemple, alors j'ai plus les noms exacts des origines là en tête, mais typiquement, si je prends l'humain, s'il prend l'origine du beau-parleur, les beaux-parleurs, c'est les gens qui arrivent à sortir de n'importe quelle situation. En tout cas, chaque origine qu'il va choisir va lui donner un passif, donc un pouvoir qu'il aura tout le temps. Le beau-parleur, si je dis pas de bêtises, c'est un bonus de diplomatie. Et un actif qui peut être utilisé. Certains actifs vont coûter du NIM, certains uniquement des points d'action. Et l'actif du beau-parleur, ça permet de relancer des jets de dommages à un allié. Si je dis pas de bêtises, c'est un encouragement pour lui permettre de relancer des jets de dommages. Mais donc déjà, à la base ici, en plus de donner des indications de l'ordre de la personne, parce que ça donne beaucoup de... L'origine d'une espèce va beaucoup influer sur la création du personnage et sur son lore. Ça va aussi du coup déjà lui apporter un passif et un actif qui vont le suivre tout au long de sa carrière d'aventurier. Et c'est des pouvoirs qu'on a voulu pour la plupart comme pouvant être utiles pendant toute la durée du jeu, c'est-à-dire que juste pour niveau 1. Que voilà, ce soit le plus possible des pouvoirs que si on décide de les utiliser quand on est plus haut niveau 10 ou même niveau 15 ou 20, ce soit pas une perte de temps d'y avoir recours. Voilà. Oui, je comprends. Après, un joueur, il va jamais dire non à un petit bonus de +2 sur une... Forcément. Et donc, une fois qu'on a choisi son espèce, on choisit sa classe, et ces 3 voies, c'est
Il y a énormément de choix. Ça va prendre ça doit être des sessions qui prennent du temps si vous le faites, hein. Ouais, une création de personnage, après, on savait qu'on s'aventurait vers ça, mais c'était notre façon de voir notre jeu de rôle. Une création de personnage, ça prend du temps. Moi, là, je l'ai fait quand on a quand on a commencé nos sessions Twitch avec des gens qui connaissaient même pareil qu'au départ, et donc du coup qui ont dû lire les différentes origines, les différents choix, faire des choix même pour les premières compétences. Ça prend du temps, ça a pris, je dirais, entre 30 et 40 minutes par personne. Ils l'ont fait ensemble, quoi, mais voilà, ça leur a pris entre 30 et 40 minutes. Ensuite, c'est une volonté aussi parce que on voulait que les personnages, notre vision de voir les choses, quoi, c'est quand on prend du temps à créer un personnage, derrière, on y est attaché. Et quand on prend du temps aussi à choisir ses compétences et ces choses comme ça, c'est comme ça que on chope des idées de lore, on chope des idées de ok, ouais, j'ai pris ça, j'aime bien ça. Ah, mon personnage, du coup, il pourrait avoir vécu ça, il pourrait vouloir ça. Et du coup, on le voit plus comme une aide à la création et une aide au développement du personnage et du roleplay par l'intermédiaire, du coup, d'un peu plus de temps. C'est vrai que si on peut prendre un build tout fait, d'ailleurs, je pense qu'on préparera, nous, des builds préfaits, des conseils, c'est-à-dire en disant, si vous êtes un peu perdu et que, typiquement, vous voulez jouer un berserker focus dommage à demain, on vous conseille de prendre n'importe quelle origine, mais ensuite de prendre ses compétences et cette ligne de compétences tout au long de votre carrière, et à vous de voir petit à petit si vous voulez vous en écarter. Ça, c'est pour aider aux gens qui découvrent et qui veulent tester rapidement. Mais ensuite, si on veut vraiment ne pas suivre ces conseils et explorer, on voulait que les gens qui voulaient vraiment prendre du temps et tout puissent un peu s'amuser à rechercher, à lire un peu tout. Voilà, une petite session 0 dédiée à la création de personnages, c'est très bien. Exactement. Surtout à plusieurs. Moi, c'est le conseil que je dis toujours, faites vos personnages tous ensemble à la table. Ouais, c'est ce qu'on a fait et c'est vrai que c'est super intéressant. Ça fait venir des idées, ça crée déjà un premier esprit de groupe en fait. Parfait. Effectivement, donc, on avait dit, j'avais parlé effectivement espèce, classe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le personnage? Alors, espèce, classe, compétence, et ensuite l'équipement. L'équipement, où là, on est sur un système assez classique de jeu de rôle, mis à part tout l'aspect craft et création, mais qui ne viendrait pas à la création même du personnage. Sinon, on est sur un système plutôt classique avec quelques petites choses qu'on a rajoutées nous. Alors, quand on choisit son armure, par exemple, nous, notre façon de voir les choses, c'est que n'importe qui peut avoir n'importe quelle armure. Donc, il n'y a pas de formé à l'armure lourde ou formé à l'armure légère, etc. Par contre, effectivement, les armures offrent certaines choses et d'autres armures en offrent d'autres. Je m'explique. Une armure légère, en cuir, de niveau 1, on a 4 niveaux d'objets. Les niveaux 1 de cuir, elles vont fournir une meilleure CA, parce que nous, on a 2 systèmes. On a la CA, donc la classe d'armure, qui montre la difficulté à toucher un adversaire. Donc, il faut dépasser la classe d'armure adverse pour le toucher. Et la RD, la réduction de dommages. Quand on s'est fait toucher, on subit tant de dommages et on lui réduit notre réduction de dommages. Notre réduction de dommages, elle est fournie par l'armure. Donc une armure légère, moyenne, quoi, elle va plutôt fournir une très bonne CA parce qu'on a tendance à mieux esquiver parce qu'on est à l'aise. Par contre, si on prend un coup, on va beaucoup moins réduire le coup. À l'inverse, une armure très lourde ne va pas donner beaucoup de bonus de CA, un petit peu parce qu'une lame peut ricocher, etc. Mais en soi, on va beaucoup moins esquiver. Par contre, quand on prend un coup, ça va être beaucoup plus dur de passer quelqu'un en armure lourde et de lui faire des dommages. Donc ça, c'était notre vision. Et après, les magiciens, enfin tout ce qui est, même en général, la magie, les gens qui veulent lancer de la magie, où plus ils ont une armure lourde, donc plus en fait leur armure leur apporte de RD, et plus ils vont devoir puiser dans leur énergie pour réussir à lancer des sorts, et donc ça leur coûtera un peu plus de Nîmes. Donc un magicien, un lanceur de sorts en général, qui veut lancer beaucoup de sorts, va devoir prendre plus de risques en termes de réduction de dommages, et donc essayer de prendre une armure qui donne pas beaucoup de résistance aux dommages pour ne pas subir de malus sur ses lancers de mime, mais en échange, du coup, il est un peu plus en danger si quelqu'un lui arrive au corps à corps. À l'inverse, quelqu'un qui décide de vouloir très bien tanker et très bien résister à n'importe quel coup, il pourra le faire. En échange, simplement, il va pouvoir lancer moins de sorts que son compagnon qui prend plus de risques. D'accord. Vous avez parlé de... Non, vas-y.
Ouais, je vais dire, j'ajoute à ça comme une information qui, je pense, est pertinente, que on a décidé de faire que dans notre jeu, les points de vie ne montent pas très très haut, comparé à d'autres jeux. C'est-à-dire que le point de départ de tout le monde, c'est 10 points de vie, et ensuite, selon la classe, tu as 3, 4 ou 5 points de vie par niveau supplémentaire. Ce qui signifie donc que niveau 20, au maximum, tu as 110 points de vie. Ça, c'est quelque chose qui donne plus d'intérêt justement à la réduction de dommages, puisque étant donné qu'on a un nombre de points de vie faible, réduire les dégâts est d'autant plus important. Donc on a pas mal axé ces réflexions autour de ça. Effectivement, il y a réduction de dommages. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques pour un personnage? On a parlé bonus en diplomatie. Alors, on a plusieurs systèmes. Alors, ça, là, on est vraiment dans le classique pur du force, dextérité, constitution, sagesse, intelligence et charisme, avec nos façons de faire parfois un peu différentes, notamment sur la constitution. Les autres, on est plus classique, force pour le corps à corps, dextérité pour la distance, intelligence pour l'arcane, sagesse pour le divin et charisme pour le charisme. Ensuite, la constitution a un petit rôle en plus, puisque nous, on gagne un nombre de points de vie fixe par niveau. Donc la constitution ici n'aide pas à avoir plus de points de vie. Par contre, elle aide à deux choses. Un système qui est celui de la mort, où quand on tombe à 0 point de vie, on est inconscient. Et en fait, on va survivre un nombre de tours égal à notre constitution. Sachant que nous, on n'est pas sur les systèmes à 14 de constitution avec un bonus de plus 2. Non, on a 2 de constitution, donc on a un bonus de plus 2. 1 de constitution, un bonus de plus 1. Et donc, si j'ai 3 de constitution, je survivrai 3 tours au sol, jusqu'à ce que quelqu'un arrive à me soigner. Donc il y a 3 tours pour venir me sauver. La constitution, ça joue sur autre chose aussi, un autre système, qui est la toxicité, que ça, on a mis en place sur les potions ou les poisons. Pour faire simple, quand on prend une potion, si elle est forte, par exemple, elle va avoir beaucoup de toxicité. Et donc, en prenant, si j'ai 3 de constitution, j'ai le droit à 3 points de toxicité dans la journée. Et donc, quand je prends une potion de soin, je me soigne, mais je prends 1 de toxicité. Si je suis déjà à 3 de toxicité et donc que je passe à 4 en prenant la potion de soin, je subirai des effets négatifs qui sont indiqués sur la potion. Donc, c'est des choix à faire. Et les empoisonneurs, etc., ont du coup beaucoup d'intérêt à réussir à nous caler de la toxicité parce que ça nous empêche d'utiliser des potions. Et en plus, on va subir des malus en plus avec les poisons. Bon, ça, c'est pour la constitution. À côté, on a les épreuves. Alors, on a appelé ça les épreuves parce que, concrètement, c'est les compétences dans beaucoup de jeux, c'est-à-dire un test de compétences en diplomatie, un test de compétences en perception. Nous, ça s'appelle des épreuves parce qu'on a déjà un mot pour compétences, c'est les arbres de compétences. Mais ça, c'est un système aussi plutôt classique où on aura des épreuves de perception, des épreuves de craft, des épreuves d'acrobatie. Voilà. Là, on a tout un système qui est en fonction de nos statistiques. On a des bonus en fonction de nos statistiques. Et chaque classe, alors ça, c'est notre particularité à nous, chaque classe est formée à certaines épreuves. On peut, grâce à des points de compétence, se former à de nouvelles épreuves si on veut. Et se former, ça a un intérêt, très gros d'ailleurs. Quand on est formé à une épreuve, on lance un des 20 et on ajoute sa caractéristique. Par contre, quand on n'est pas formé à une épreuve, on lance un des 12, puis on ajoute sa caractéristique. Et le fait de lancer un des 12, en plus de baisser la moyenne, ça empêche aussi le coup critique. Par contre, ça laisse l'échec critique possible. Et donc, c'est tout un système où les classes, elles sont faites pour que quand on joue ensemble à table, tout le monde a ses compétences. Toutes les classes, en fait, sont formées au même nombre de compétences, mais pas forcément les mêmes. Ce qui fait que, pour telle épreuve, le barbare, qui est souvent dans beaucoup de jeux relayé à uniquement frapper, ici, en RP, il a ses compétences où il est formé, où son ami barde n'est pas formé. Et donc, il faut vraiment s'allier, réussir à trouver qui est le meilleur à quel endroit pour lancer le D20, pour analyser le monstre, pour s'infiltrer. Voilà. Donc, c'est tout un système comme ça d'entraide entre joueurs. Ça paraît très tout ça, avec tout ce qu'on entend, ça paraît très tactique, c'est ça. On aime bien tout le côté tactique et c'est surtout que on trouve que cet aspect tactique, qui n'est pas non plus au stade surpoussé, quoi, mais cette idée tactique, elle permet de resserrer des liens entre le groupe et de donner des moments RP intéressants.
parce que, encore une fois, on essaie vraiment que aucune classe, aucune spécialité de classe fasse qu'un joueur doive attendre au fond de sa chaise le prochain combat, parce que de toute façon, mon personnage ne peut pas faire grand-chose d'autre. Voilà, donc on voulait que cet aspect tactique permette que tout le monde puisse toujours faire quelque chose pour aider l'équipe. C'est mieux. C'est un joueur qui se sent inutile, ça fait pas plaisir. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Et en parlant, les joueurs, ça me fait penser, on va voir un peu votre financement. Ça s'est lancé quoi la semaine dernière, il me semble? 27 mars, précisément. Donc il y a 2 semaines. Et Voilà, il y a 2 semaines. Et vous êtes un jeu qui sort. Enfin, moi, je l'ai appris quand il est sorti, quand je feuilletais. Ouais. Et vous êtes un peu un jeu, on va dire, c'est votre premier jeu, vous êtes une toute nouvelle maison d'édition. Et pourtant, vous avez déjà réussi à valider votre premier palier. Vous avez réussi à atteindre le stade de financement. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'était quoi votre tactique pour y arriver? Alors, je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs aussi parce que la preuve, toi par exemple, qui est fan de jeux de rôle, t'en as entendu parler au moment du lancement, donc c'est qu'on n'a pas réussi à toucher tout le monde. Forcément. Mais on apprenait la tactique. Alors, ça a été forcément une présence sur les réseaux sociaux au maximum parce que en voyant qui on allait réussir à toucher, quoi, pour apprendre en même temps. Et donc ça, on a Esté, qui est la chargée marketing, pour faire un terme très startup, mais qui elle, du coup, nous faisait les posts. Et donc on s'était dit, on va dévoiler notre monde un peu au compte-gouttes pendant un an et demi avant le financement, pour voir si les gens ont un intérêt déjà, parce que c'était important pour nous de se rendre compte, est-ce qu'il y a des fans de jeux de rôle qui tombent par hasard sur notre page et qui s'y intéressent, ou est-ce qu'au contraire, en dévoilant au compte-gouttes, on voit que les gens s'intéressent pas du tout. Ils disent mais c'est nul votre monde. Et auquel cas, faut trouver une solution. Bon, on a vu que ça intéressait, qu'on arrivait à. La difficulté, c'était de se faire voir, mais quand les gens arrivaient sur notre page, généralement, ils restaient. Donc c'était plutôt cool. Et donc on a avancé comme ça. Une autre stratégie, ça a été, ça nous aidait doublement, c'était de faire beaucoup de tests, parce que les tests, en plus de nous aider en termes de règles, ça nous a aussi aidé forcément à se faire connaître en convention, des choses comme ça. Les gens, ils testaient notre jeu et après, du coup, ils suivaient nos aventures et ils suivaient notre compte. Et ensuite, là, au moment du Ulule, pour être tout à fait honnête, on pensait pas à se valider en 2 semaines. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un facteur auquel j'avais pas du tout pensé. Pour moi, on allait se valider. J'espérais déjà qu'on se valide, mais on allait se valider ric-rac à 8000, 8200, voilà, à la fin, quoi. Mais en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de gens, en fait, sont sur les plateformes de financement et se renseignent dès qu'un jeu sort. Chose que, vu que je le fais pas, et je sais que d'autres membres de l'équipe le font, mais moi je le fais pas, et donc du coup, ça m'était totalement sorti de l'esprit que les gens le faisaient. Et donc, ça, c'était plus quelque chose d'inattendu que ça explose aussi vite, et on en est très content. À côté, forcément, là, pendant le financement, ce qu'on essaie de faire au maximum, on essaie de faire vivre le financement. Toi, tu as pu voir, du coup, en créant des vidéos qu'on monte petit à petit. Et forcément, quand des gens proposent une interview, ou même nous, on propose à des gens de nous interviewer, c'est avec grand plaisir, parce que ça nous permet d'éclaircir des points de notre monde qu'on peut pas forcément écrire sur la page parce que ça peut être trop lourd à l'écrire, de tout lire, et ça nous permet du coup d'en parler un petit peu mieux. Mais oui, voilà, désolé, c'est un peu mon cheval de bataille, mais on a eu l'exemple récemment de Humblewood et de Donjons et Chatons. Humblewood d'Arcane Asylum, donc un des gros éditeurs en France, un projet 5e édition, ils ont galéré pour atteindre les 100%. Donjons et Chatons, quelque chose qui est un petit jeu d'un studio, alors je sais même plus le nom de l'éditeur, qui a cartonné. Oui, alors ça, pourquoi qui ne suit pas incroyablement les sorties, j'en ai tout de suite entendu parler de Donjons et Chatons. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait comme vous, ils en ont parlé sur les réseaux sociaux, ils ont fait parler avec les éditeurs, ils ont fait de la com. Et ça, c'est bien de faire. Et ça, voilà. Et ça, moi, je vous dis,
de ce que je vois, des petites vidéos qui sont très sympas, hein, du gros talent Merci. d'acteur. Hein. Et là, maintenant que vous avez atteint les 100%, on va dire, c'est quoi vos prochains... On va parler un peu, c'est quoi les prochains paliers prévus? Ouais. Alors, là, il y a le 125 qu'on espère vraiment atteindre. Si je dis pas de bêtises, on est à 119% actuellement. Le 125, c'est un palier que j'espère vraiment. Alors, c'est le palier Chavaris. Et lui, alors, nous, dans notre jeu, on a un système qui permet de contrôler des armées. Bon, il est là de base pour permettre vraiment de la macro, parce qu'on avait une frustration de je suis général d'une armée, mais c'est compliqué. Les MJ savent pas trop. Mon MJ sait pas trop, il a pas de règles pour aider à comprendre comment l'armée se déplace. Moi, je voudrais donner des commandements. Bon, bref. Nous, on s'est dit, on va permettre aux gens de, s'ils le souhaitent, prendre un aspect plus macro et vraiment se battre à là un peu Warhammer 40 000, pour donner un exemple connu. Vraiment en termes d'armée contre armée et bien développer ses armées pour se battre. Bon. Et du coup, ce palier-là, en plus d'améliorer le système et de l'approfondir, où du coup, on sortirait vraiment un PDF dédié, plus que juste le bouquin, mais un PDF dédié gratuit, pour permettre vraiment à ceux qui veulent aller encore plus loin, d'aller encore plus loin dans ce système. On va aussi rajouter tout un système de gestion économique des royaumes et gestion politique, parce que tous les royaumes sont développés, ils ont tous des capitales, des alliances, il y a beaucoup de politique dans notre monde, et du coup, ça permettrait d'approfondir et carrément de participer en tant que, par exemple, main d'un royaume, bras droit, ou même roi d'un royaume ou président, puisqu'il y a des royaumes il y a des pays qui ont des présidents élus, d'autres qui sont des dictatures et d'autres qui ont des rois, et ça tout change. Et du coup, permettre de mieux comprendre la politique et l'économie de tous les pays, pour pouvoir aussi aider à la direction des pays quand on est des grands aventuriers qui vont beaucoup aider un royaume, par exemple. Ça, c'est le 125%, donc le prochain. Donc pour ça, c'est 10 000, si je ne dis pas de bêtises. Le palier suivant, alors j'oublie les noms des paliers. Sikara. Sikara, oui. Le palier suivant, il est à 12 000, si je dis toujours pas de bêtises. Et donc, le palier suivant, hop, attends, je me le ressors pour ne pas confondre les deux paliers, ouais, c'est ça. Le palier suivant, lui, il est pour les scénarios. Nous, dans le jeu, parce que c'est important pour nous, on veut que quand on achète notre livre, on peut jouer. C'est-à-dire qu'il y a les règles, il y a le lore, il y a le bestiaire, et il y a 2 scénarios introductifs. Donc, on peut prendre le jeu, s'installer, le lire et jouer. Le palier 3, donc à 12 000, il va rajouter des scénarios, alors qui seront par la suite probablement en vente, mais par contre pour tous les gens qui ont pris au moins le PDF sur notre page, ils seront envoyés gratuitement. Donc là, on va rajouter pas mal de scénarios, des scénarios surtout pour le mid-level et pour le haut-level, pour permettre vraiment d'aller dans les choses. Et par exemple, un des scénarios, je spoil, un des scénarios, il sera dans le but de récupérer, alors ça, ce sera un haut level, mais dans le but de récupérer ce qu'on appelle le sang d'Aelirus, qui est une potion très haut niveau, qui est une de nos contreparties d'ailleurs, une potion qu'on fait, mais du coup, là, ce serait d'aller la récupérer. Ça, c'est le palier à 12 000. Le palier à 15 000, que j'espère de tout cœur, parce que j'aime beaucoup notre artiste, lui, il est vraiment purement artistique. Il est fait pour rajouter des illustrations dans les scénarios et dans le livre, pouvoir réengager Maxime Ferlin, qui est un artiste incroyable, mais vu qu'on voulait engager français et aider les artistes français, forcément, et on s'en doutait, ça a un coût, et on refuse de sous-payer nos artistes, donc quand ils nous demandent un coût, on donne ce prix-là. Du coup, ça nous permettra de rajouter des illustrations. Après, encore plus haut, là, c'est le 25 000. Il nous permettrait d'imprimer les scénarios en livret et donc évidemment de rajouter des illustrations dedans pour vraiment faire des beaux scénarios. On en rajouterait sûrement un petit peu aussi pour pouvoir faire un livret bien étayé, pour que ce soit vraiment agréable pour tout le monde de lire les scénarios. Et puis d'avoir encore une fois quelque chose de gratuit qui sera par contre vendu plus tard, surtout si c'est en scénar, en livret. Mais voilà, d'avoir un beau livret avec plein de scénarios, plein d'illustrations. Et enfin, l'ultime, bon, si on le dépassait, on a plein d'autres idées, mais pour l'instant déjà 35 000, ce serait assez incroyable, c'est les musiques, parce que nous, dans notre trailer qu'on a fait,
tout nous appartient dans notre trailer. Donc, on a dû composer une musique avec de très, très bons artistes musicaux. Et donc, forcément, nous, notre bonheur quand on joue à un jeu de rôle, c'est d'avoir une playlist. Et donc, bon, faire de la musique, ça a un gros coût. Mais en tout cas, si on atteignait les 35 000, cet argent-là, on l'investirait pour pouvoir faire une playlist Rake pour plein de situations, que ce soit les trajets tranquilles, ou la nuit qui est dangereuse, ou des combats, ou des intrigues étranges, voilà, pour permettre aux gens de vraiment être immergés le plus possible avec la musique. C'est des beaux projets, là. Et vous avez... Alors, je ne sais pas exactement quand je vais mettre disponible cette vidéo, donc je ne peux pas exactement dire. Mais vous avez encore jusqu'au 24 mai pour les remplir. Ça laisse un peu de temps. C'est ça. Bon, alors, forcément, là, on est au milieu du financement. Et c'est comme ça. On savait que ça viendrait. Donc, ce qu'on appelle le ventre mou, qui est le moment. Et bon, c'est comme ça. C'est tous les financements le subissent. Bon, voilà. Là, on avance un peu lentement. On a eu une grande hype. On est très, très heureux au début. Là, ça s'est calmé. On espère du coup que ça va repartir pour la fin. Nous, justement, on sera à la Metz Story pour faire encore tester notre jeu, donc une convention à Metz pour faire tester notre jeu au maximum de gens qui veulent le 20 et 21 mai. Donc voilà, on va voir jusqu'où ça va monter. Là, on se doute que on ne devrait pas atteindre les 35 000 la semaine prochaine. Mais on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, déjà, c'est assez exceptionnel pour nous de pouvoir sortir Rake. C'est déjà un grand bonheur. Donc maintenant, plus on monte et plus on pourra améliorer notre jeu, donc plus ça nous fera plaisir. On verra bien ce que ça donne. Ouais. Notre objectif premier, ça a toujours été de mettre le livre dans la main des gens. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit. Je me souviens la première fois. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y si tu veux. Non, j'ai fini. Ce qu'on s'était dit, c'était même si Rake n'était pas un succès commercial au point de dépasser D&D, mais un succès commercial incroyable. Nous, l'objectif qu'on s'est toujours dit, c'est on veut qu'il y ait une personne en France qu'on ne connaît pas, qui un jour ait le livre dans la main et qui y joue régulièrement parce qu'il aime ça. Le reste, si c'est le cas de beaucoup de gens, c'est encore mieux. Mais c'est l'objectif qu'on s'est toujours fixé. Et là, déjà, il est atteint parce que des gens qu'on ne connaît pas ont décidé de prendre le livre. Et donc maintenant, notre but, c'est qu'ils l'aiment. Oui, c'est... comme j'ai dit, déjà atteindre les 100% quand vous êtes une petite structure, c'est déjà super pour vous. Je suis content parce que le projet, elle est vraiment très sympathique. Et est-ce que vous... Alors, on va se projeter un peu. Mais est-ce que vous avez déjà une idée du futur, on va dire, de la gamme dans vos... Même si c'est pas forcément réalisable, mais dans vos envies, dans vos espoirs, qu'est-ce que vous avez envie de faire après avoir fini le financement et livré tout ça? Pour pas juste sortir le projet et dire allez, on a réussi, au revoir tout le monde. Et du coup, alors Rake en lui-même, on veut continuer à le faire vivre souvent. Donc ça, on a déjà, il est très entre parenthèses évidemment, c'est des idées, mais on a déjà un monde, tout un monde dans Rake qui n'est pas exploré et dont on ne parle pas dans ce livre, mais qui est tout un monde qui est développable dans le Tennois et explorable. Donc ça, ce serait une idée en tout cas d'en faire un DLC supplémentaire avec de nouvelles espèces, nouvelles classes, nouveaux lieux, à voir où ça mènera. On a évidemment les 4 plans que nous on décrit les autres plans de Calthéon, mais là on n'a pas des cartes extrêmement développées de ces plans. Et à l'avenir, le but c'est de permettre aussi de pouvoir aller explorer les plans, même si là on donne évidemment de quoi permettre au MJ de faire. Mais on voudrait aller beaucoup plus dans le détail là-dessus sur un prochain livre. On a beaucoup de scénarios qui vont arriver au fil du temps. Notre but, c'est de faire des scénarios gratuits et des scénarios payants. Alors forcément, les scénarios qu'on vend, ils auront plus d'illustrations, ils seront un peu plus travaillés. Les scénarios gratuits, ils seront quand même travaillés dans leur univers et dans leur RP. Ils seront
un peu moins jolies et illustrées, ou alors avec des illustrations qu'on a déjà, mais au moins pour permettre aux joueurs qui n'ont pas forcément envie de créer des histoires ou qui ont juste, ils ont plus d'imagination en ce moment, ils ont besoin de quelque chose, pouvoir gratuitement, sans avoir à dépenser aussi, se remettre un peu à Rake avec d'autres trucs. Euh, et et aussi un projet de campagne. Alors ça, c'est un projet qui sera, à mon sens, qui prendra plus de temps, mais un vrai livret de campagne, d'une longue campagne, qui permet d'accompagner les aventuriers sur vraiment beaucoup de niveaux et de jouer longtemps. Mais ça demandera beaucoup de travail, beaucoup d'illustrations, donc c'est sûr que c'est pas pour demain. Mais en tout cas, le projet est dans les bacs. Et enfin, outre Rake qui doit continuer à vivre et continuer à évoluer, il y a déjà une autre idée de jeu de rôle que j'ai très fortement en tête et que j'ai très envie de développer. Euh, mais pour l'instant, euh, c'est tellement des bases qui doivent être travaillées énormément. Je peux même pas en parler parce que ça pourrait totalement être changé dans 2 ans en se rendant compte qu'il y avait tel ou tel problème. Mais il y a déjà les éditions Labragon, déjà un autre projet de jeu de rôle qui viendra. Mais pour l'instant, on focus sur Rake pour s'assurer que ça avance et que Rake, on peut l'améliorer. Oh, même pas un petit pitch? Euh, 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 en- pour faire très vague, mais parce qu'il y a beaucoup de travail qui doit être nécessaire, hein, mais là pour l'instant, l'idée que j'avais c'était d'explorer une autre façon de voyager, alors qu'on a nous exploré, hein, c'est un jeu de rôle qu'on a créé, mais pas du tout terminé ou autre, il y a longtemps, quand on avait 15 ans, 16 ans, donc c'était des bases qui s'étaient instaurées, mais du coup tout un univers où la nuit est quelque chose d'extrêmement dangereux, particulièrement dangereux au point où l'humanité n'est pas capable de survivre la nuit sans des boucliers un peu particuliers qui sont érigés autour des villages, des villes, etc. Et donc l'univers est centré autour de réussir à récupérer des cristaux pour pouvoir faire en sorte que ces boucliers tiennent des nuits de plus, réussir à faire en sorte que certains démons qui ont évolué, enfin certains monstres, je passe ça démons parce qu'on appelait ça démons, mais certains monstres qui ont évolué pour faire en sorte de réussir à passer les boucliers ou à les désactiver, il faut réussir à faire en sorte que ces monstres-là, pendant la nuit, ne s'approchent pas des boucliers, et en même temps, réussir à voyager de ville en ville, de village en village, et arriver à temps, malgré les potentiels problèmes, pour ne pas se retrouver seul la nuit. Donc c'était plus un univers où l'humanité actuellement est perdante. Reik, pardon, Reik, Calthéon n'est pas perdant, Calthéon est en danger, est en train de se battre pour sa survie continuellement, mais les Calthéens sont en possession de Calthéon. À l'inverse, dans ce jeu-là, on est vraiment dans le monde des perdants et on est en train d'essayer de survivre. Donc c'est pour donner un autre aspect du voyage. mais déjà au pitch, ça a l'air d'être un autre projet intéressant. Ça fait plaisir de voir que la maison d'édition ne va pas servir à rien, qu'il y aura d'autres choses. On parle beaucoup en tal. Est-ce que vous avez, alors on va passer des questions un peu plus générales. Est-ce que vous avez pensé aux VTT, les Virtual Tabletop comme Let's Roll, Roll20? Ouais, tout à Ouais, fait. Mm. ça a été Alors on en a pour l'instant discuté, mais sans aller à fond dedans, parce qu'on est en train de surtout s'attacher aux règles, l'or, etc. Mais c'est sûr que c'est un projet et on veut permettre aux gens de jouer sur les VTT. Donc, pour l'instant, on est encore à la phase où on va devoir trouver comment on les contacte et comment on met ça en place. Mais c'est prévu. Rake sera joué sur les Virtual Tabletop enfin, sera jouable sur les Virtual Tabletop avec les fiches perso, des aides aux règles et des aides à la création. Parfait, ça fait plaisir parce que quand j'ai des amis aux quatre coins de la France, c'est compliqué. Oui, ouais, c'est. On a pas mal utilisé Roll20 en particulier. Donc ça, et on connaît aussi quelques outils pour faire pour faire éditer des maps sans avoir recours à des graphistes pour tous les designs. On a pas mal utilisé Incarnate de notre côté. Donc c'est sans doute des outils qu'on mettra à partie pour, euh, pour développer les contenus de VTT, mais auxquels on a déjà réfléchi mais qu'on n'a pas mis en place pour le moment. D'accord.
Maintenant, j'ai quelques questions un peu plus sur vous, personnellement. C'est quoi le genre de personnage que vous aimez jouer? Grande question. Tu veux Euh, commencer, Emile? Euh, je crois que je gravite souvent vers quelques archétypes récurrents. Le paladin slash tank axé autour de la protection, pas mal. Et le personnage un peu enquêteur qui cherche à comprendre le mystère et à mener l'investigation, on va dire. Moi, de mon côté, alors, j'ai pas joué au jeu de rôle à proprement parler depuis très longtemps parce que je suis quasiment que MJ depuis des années. Ah, c'est terrible. Euh, alors j'aime beaucoup MJ, donc ça me dérange pas, mais ça a généré des petites frustrations qui font que maintenant j'ai envie de certains persos. Mais alors, j'ai beaucoup joué avant, je jouais énormément le nain guerrier ou le nain barbare, et ça avait été toujours une petite passion. J'ai essayé d'autres choses qui m'ont beaucoup plu. Maintenant, je sais et j'ai très envie de faire. Surtout, bah, je MJ Reg depuis des années et du coup, j'ai toujours voulu jouer à Reg un jour pour pouvoir me faire un. Moi, je suis très paladin, j'ai très envie d'explorer ça. Alors, champion plutôt, pas la spécialité paladin, de mon côté, plus la spécialité des pacificateurs, qui sont vraiment les armes de leur dieu. Mais j'avais vraiment envie d'explorer un pacificateur qui vénérait Talentir, le dieu de la générosité et du pardon, et donc qui se refusait à tuer ses adversaires. Et je trouve que c'est des personnages, les personnages qui refusent à tuer, c'est des personnages qui ont beaucoup de difficultés dans des mondes aussi dangereux, mais qui du coup peuvent explorer beaucoup de choses, notamment le fait que peut-être parfois pour sauver leurs amis, ils vont être obligés de passer à l'acte. Mais au contraire, ils veulent absolument réussir à respecter leur foi. Et je trouve que ça génère beaucoup de problèmes moraux sur le personnage qui sont intéressants. Bien. À part Rake, forcément, vous jouez à quoi comme JDR quand vous jouez? Alors, quand je jouais, Ou quand vous me jetez, c'est... ouais. Bah alors, moi, c'était. Encore une fois, j'ai une grande passion pour Warhammer, le jeu de rôle, et je les aime beaucoup. Donc, moi, c'est ce qui m'a beaucoup forgé. Donc, c'est beaucoup Warhammer. Pathfinder, que j'ai énormément me jeter. Forcément, j'ai me jeté Pathfinder plus de 6 ans, donc j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Je pense que c'est les deux grands jeux. Et quand même, Tiny, qui m'a beaucoup marqué, de JDR Edition, si je ne dis pas de bêtises, oui. Tiny, qui est un jeu où on joue des peluches qui doivent protéger leurs enfants. Quand l'enfant dort, il fait des cauchemars, ou ce qu'on appelle l'Achiméride, un monstre des cauchemars, va essayer de l'avoir et de lui faire peur. Et si l'enfant a trop peur dans son cauchemar, l'Achiméride sortira dans la réalité pour tuer tout le monde. Et donc les peluches, en fait, il y a une organisation des peluches dans le monde qui sont faites pour entrer dans les rêves de l'enfant et le protéger et faire en sorte qu'il n'ait pas peur. Et c'est un jeu que j'ai adoré parce qu'il a trouvé. C'est totalement différent de tout le reste. Et il y a tout un aspect de. Il y a des combats, mais en même temps, il faut faire en sorte que durant ces combats, l'enfant n'ait pas peur. Et je trouve que c'était passionnant comme idée. Donc, shout out à Tiny, que j'aime énormément. Et alors là, en ce moment, j'ai une table avec des gens en fait auxquels j'avais initié au jeu de rôle sur Pathfinder et maintenant on est parti sur du Chroniques oubliées qu'on a choisi parce que on voulait en gros faire des petites aventures assez simples et pas trop se prendre la tête sur des règles compliquées pour le coup. Et donc on joue assez régulièrement et on fait une passation de maître du jeu, c'est-à-dire que un maître du jeu fait une petite histoire, une sorte de nouvelle de 5 à 6 séances en général, qui est donc pas une grosse campagne, mais plus une histoire un peu plus restreinte. Et ensuite, on passe à un autre MJ en gardant les mêmes personnages. Et donc, le côté assez chouette, c'est que ça nous a permis au lieu de vivre une grosse aventure qui parfois se termine pas, de finir plein de petites aventures, et ça c'est assez sympa. Et sinon, je me suis pas mal penché sur la lecture de certains jeux de rôle où j'ai pas encore pu organiser de session.
j'avais financé le jeu de rôle Avatar The Last Airbender, qui est basé sur un système qui s'appelle, si je me trompe pas, Path to the Apocalypse. Propulsé par l'Apocalypse en français, oui, c'est Voilà. PBTA, c'est. Qui est très intéressant. Alors, je sais pas si, parce que du coup, c'est les Magpie Games, l'éditeur, qui fait ça. Oui, c'est Et un jeu. qui- Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas un jeu français, c'est un jeu qui pour l'instant est en VO en anglais. Exactement. Et alors, je viens de finir de lire les règles qui sont très intéressantes à plein de niveaux, en particulier sur comment ça guide le joueur à travers le roleplay. Et il y a plein de règles qui sont basées autour des émotions des personnages et de comment est-ce que les émotions interviennent dans le jeu. Euh, Elles sont un petit peu compliquées à comprendre. J'ai pas encore, comme j'ai pas encore pu tester le jeu, je sais pas comment se passe la mise en pratique de ces règles qui sur le papier sont assez intéressantes. Et j'ai entendu parler d'autres systèmes, enfin d'autres jeux qui utilisent le même système, et je vais peut-être un peu les lire aussi pour voir peut-être. J'ai eu à la lecture quelques sensations d'inconfort ou de complexité, et je me demandais si justement il y avait d'autres jeux qui avaient pu le tourner plus simplement, quoi. Non, mais y a pas de souci avec. Moi, les PBTA, c'est un genre que j'aime beaucoup. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma série de vidéos sur la création du jeu de super-héros Masque propulsé par l'Apocalypse. Foncez. Voilà, je fais ma petite pub. Mais effectivement, Et c'est un aussi système. Mais Magpie. effectivement, après, il est en français lui aussi. Mm. Enfin, Masque est traduit en français. Ouais. Effectivement, enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est les PBTA, les propulsés par l'Apocalypse. C'est vraiment un genre très différent de tout ce qui est Pathfinder D&D. Donc C'est ça. c'est quand on vient de cet univers-là, et forcément le changement, ben c'est un autre paradigme. Tout à fait, ouais. Donc c'est effectivement il faut le prendre en compte. Mais après ça c'est plus le problème du MJ ou des vieux joueurs. C'est les nouveaux là par contre ils le prennent. Ouais. Non, mais tout à fait. Et en le lisant, il y a plein de trucs là-dedans où je me dis, je trouve qu'il y a des réflexions qui sont hyper intéressantes sur comment guider le joueur à s'investir aussi à travers les règles. Là où souvent des règles à la Pathfinder ne cherchent justement à pas trop se mêler de la tambouille interne du joueur qui peut raconter ce qu'il veut. Là, les règles font que les règles s'impliquent dans ta manière de jouer ton personnage. C'est totalement effectivement aux antipodes. Et donc c'est pour ça aussi que on peut pas totalement s'en inspirer pour Oui, Rage, parce que c'est très très forcément. très 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 différent. Mais il y a quand même des réflexions. Ça amène quand même à se poser des réflexions que je trouve intéressantes. Mais bah, lire du jeu de rôle, ça amène des idées, même si c'est un jeu de rôle très différent de ce qu'on joue pas. Mm. Est-ce que vous avez un conseil général à donner sur la création d'un perso de JDR? Un conseil général. Voilà. Alors, après, ça dépend beaucoup des styles de joueurs quand même, parce que je sais qu'il y a des joueurs qui aiment l'optimisation en termes statistiques pure build. Je ne saurais pas les conseiller eux, parce que je suis aux antipodes de ça et que j'adore les personnages très faibles. Moi, à mon sens, mon conseil, c'est que, ayant un problème je m'ennuie très rapidement d'un personnage, pour vraiment être investi, euh, j'ai besoin d'une histoire qui me touche. Et pour ça, pour réussir à être touché par une histoire, moi, ce que je conseillerais souvent, c'est d'aller voir d'autres jeux de rôle en stream, en live, n'importe qui, des gens qui jouent, et de regarder, bah tiens, ce personnage-là, il m'intrigue, j'aime sa façon de jouer. Est-ce que la thématique qu'il a derrière son RP m'intéresserait pas? Ça permet, à mon sens, de comprendre les thématiques et de s'en inspirer pour se créer sa propre thématique à soi. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé personnellement pour mieux développer mes personnages. C'est mon plaisir, voilà. Pour les gens qui ont du mal à trouver des thématiques pour leurs personnages et à s'investir dedans et qui cherchent, c'est une bonne façon de faire, je trouve.
Euh, c'est pas une question évidente. Je dirais que un des trucs qui est important, c'est de pas oublier que un personnage de jeu de rôle, ce n'est pas un personnage de roman. Parce que il y a des joueurs qui ont tendance à tellement pousser l'histoire de leur personnage, ils le mettent sur une sorte de piédestal où ils ont pensé au moindre détail de son identité, de son histoire, de sa création. Mais quand ils arrivent en séance de jeu, ils peuvent être frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à jouer le personnage qu'ils ont imaginé, ou parce que ils ont voulu en faire un personnage qui soit vraiment, par exemple, hyper adroit, hyper puissant, et puis quand ils vont s'introduire au groupe, ils vont faire une gaffe et tomber par terre, et ça va totalement décrédibiliser à leurs yeux leur personnage. Et donc je pense que quand on crée un personnage de jeu de rôle, faut garder en tête que c'est aussi un personnage avec lequel on va devoir vivre, pas seulement un personnage qu'on doit écrire, et qu'il faut lui laisser ce semblant de spontanéité et justement pas tellement l'enfermer dans un carcan que finalement on n'a plus trop de choses à lui rajouter pendant les sessions. Il est déjà tellement construit que il a peut-être pas grand chose à faire dans l'histoire qui est en train de se développer avec les joueurs. Et oui, c'est deux très bons conseils, merci. Et dernière chose, pardon. Oui, vas-y. Le conseil que je donnerais, quand même, c'est un conseil général, mais quand on crée son perso, ne pas oublier qu'on n'est pas seul. Et pour moi, c'est un truc important, c'est que le jeu de rôle, c'est un jeu de groupe. Parfois, il y a juste le MJ, mais le MJ, c'est aussi un joueur. Et parfois, il y a d'autres joueurs. Et donc, pas oublier que son personnage, il n'est pas uniquement fait pour être constamment le centre de tout. Et pas oublier que d'autres gens autour de la table sont là pour s'amuser avec toi, que c'est un jeu, et que le but, c'est de passer un bon moment. Et donc, à mon sens, c'est important de construire son personnage tout en réfléchissant à est-ce que mon MJ, il va s'amuser à interagir avec mon perso, et est-ce que les autres joueurs vont aussi profiter avec mon personnage. Et je pense que ça réglerait des problèmes à beaucoup de tables si les gens se posaient une seconde au moment de la création en pensant à ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, on a fini. Pour les questions sur vous, on a fini. Maintenant, j'ai envie de dire une des parties les plus importantes. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Grande question, partout. Ils sont partout. Alors, Je veux dire géographiquement. C'est surtout, pas géographiquement, mais surtout, on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. Alors, on peut nous trouver sur Ulule, forcément. N'hésitez pas. Sinon, pour les posts, alors on est sur Instagram, Twitter et Facebook, où on fait les mêmes posts. De toute façon, alors Instagram et Facebook ont l'avantage de pouvoir mettre des stories, mais sinon, généralement, quand un post est fait, il est posté sur les 3 plateformes. À chaque fois, c'est Édition Labragon, donc on nous trouve assez facilement. On est aussi sur LinkedIn, mais pour être honnête, les posts sont moins fréquents sur LinkedIn. Et enfin, on a un site internet en construction. On avait un site avant qui était ouvert, qu'on a fermé parce qu'il était très moche, parce que c'est moi qui l'avais fait et qu'il était très moche. Et un nouveau est en construction. Et donc, il va bientôt sortir, mais un post sur les réseaux sociaux sera fait quand il sera ouvert. Et au niveau, alors, on va le rappeler, vous allez dans les conventions. Est-ce que vous avez des conventions prévues? Oui, alors là, on aurait voulu en avoir plus, mais on a réussi à avoir que la Mess Story qui va arriver le 20 et 21 mai. Donc vraiment pour la fin du LUL. Et donc voilà. Et sinon, moi sur Metz, au bar qui s'appelle la Taverne du Graouli, qui est un bar à jeux. Donc si vous êtes dans le Grand Est, moi je fais pas mal de sessions. J'essaie d'en faire une par semaine maintenant, avec 5 joueurs à table à chaque fois. Et la taverne s'arrange quand même au maximum pour que ce soit des gens qui n'aient pas déjà joué qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de demandes, et ça fait plaisir. Donc voilà, si jamais vous êtes dans le Grand Est et que vous ne pouvez pas passer à la Mess Story, mais que vous voulez tester le jeu, n'hésitez pas à suivre la Taverne du Graouli. Et c'est quasiment tous les mardis, je fais une session pour permettre de tester. Et enfin, on est sur Twitch quand même, où, alors là c'est sur ma chaîne Brownbear,
ou BRAUNBAIR, ou sur Twitch. Là, c'est tous les jeudis de 18h30 à 22h30. Je MJ une session Rake avec des joueurs. Là, c'est toujours les mêmes. On a commencé il y a 3 séances. Et ça peut être pris à n'importe quel moment parce que c'est par campagne. Mais une fois qu'une campagne sera terminée, la suivante n'aura pas de lien exact pour permettre de pouvoir suivre et prendre en cours. Donc voilà, là ça c'est tous les jeudis et ça permet de se faire une idée d'à quoi ressemble le Rake plus précisément en jeu, si on peut pas le tester. Voilà, vous trouverez tous ces liens dans la description de la vidéo. Merci. Écoutez, moi je vous dis merci d'être venu. Merci à toi. Moi j'ai passé un bon moment, c'était des bonnes réponses à des bonnes questions qui sont vraiment le jeu, la proposition est vraiment intéressante. Ben, merci beaucoup. Et j'espère vraiment que après dans un sens ça a déjà marché. Et Oui. j'espère vraiment ça va continuer. J'espère vraiment pour vous ça va continuer de marcher. Mais de rien. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.